La quatrième paix des Esséniens renvoyait à l'harmonie entre les groupes de personnes, à la paix sociale et économique. L'humanité n'a jamais connu la paix sociale, à aucun moment de l'histoire. L'homme a toujours exploité l'homme par des moyens économiques. L'homme a toujours opprimé l'homme par des moyens politiques. L'homme a toujours supprimé l'homme par des moyens militaires. Les Esséniens savaient que ces injustices étaient causées par des déviations par rapport à la loi. Les déviations qui provoquent des discordances dans la vie personnelle de l'homme, dans ses corps agissants, pensants et sensibles, sont aussi celles qui produisent la richesse et la pauvreté, les maîtres et les esclaves, la guerre sociale. Les Esséniens considéraient que la richesse et la pauvreté résultaient toutes les deux de déviations par rapport à la loi. La richesse excessive, selon eux, reste concentrée dans les mains d'un petit nombre en raison même de l'exploitation de l'homme par l'homme, d'une manière ou d'une autre. Cela a toujours été à l'origine de la misère pour l'exterminateur comme pour l'exterminé. La majorité des hommes est en proie à des sentiments de haine et à des émotions destructives analogues. C'est justement cela qui aboutit à la formation d'un sentiment de crainte parmi les exploiteurs. Ce qu'ils craignent, c'est la révolte, c'est la perte de leur possession et même à l'extrême de leur vie. La pauvreté était tenue exactement de la même manière comme une déviation par rapport à la loi. Si un homme était pauvre, ce devait être à cause d'attitudes négatives au moment de penser, de sentir et d'agir. Un homme pauvre était avant tout un homme ignorant de la loi, un homme qui n'arrivait pas à régler son attitude sur la loi. Les Esséniens avaient pourtant montré que le monde dispose de toutes choses en abondance, pour le bonheur et l'abondance de tous les hommes. La rareté et la surabondance sont tous les deux des états artificiels, des déviations par rapport à la loi. Ils produisent le cercle vicieux de la crainte et de la révolte, une atmosphère permanente de discorde qui affecte les corps pensants, sensibles et agissants, des riches comme des pauvres, en créant et en entretenant un état d'agitation, de guerre et de chaos. Telle a toujours été l'histoire des sociétés humaines. Les riches comme les pauvres souffrent des conséquences de leur déviation. Les Esséniens savaient qu'il n'y avait pas d'échappatoire à ce cercle vicieux de l'oppression, de la haine et de la violence, des guerres et des révolutions, à moins de lutter contre l'ignorance des individus. Ils savaient qu'il faut longtemps à un individu pour changer ses idées et sa manière de penser, et pour apprendre à coopérer avec la loi. C'est pourtant à chaque individu qu'il appartient d'opérer ce changement. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. Mais les Esséniens étaient aussi persuadés qu'il est possible de faire progresser l'intelligence de la loi, par la vertu de l'enseignement et de l'exemple. Le mode de vie qu'ils proposaient en modèle était aussi éloigné de la pauvreté que de l'excessive richesse. Ils démontraient dans leur vie quotidienne que si un homme mène une vie conforme à la loi, s'il cherche à comprendre la loi et à coopérer de manière consciente avec elle, il ne connaîtra pas le manque. Il sera en position de maintenir une harmonie en toutes choses et dans chacun de ses actes, dans chacune de ses pensées, dans chacun de ses sentiments, et tous ses besoins seront satisfaits. La solution que les Esséniens proposaient pour garantir l'harmonie économique et sociale est valable pour toutes les époques de l'histoire, pour le présent, aussi bien que pour le passé. Elle articulait 4 facteurs. Premier facteur, s'isoler des lieux de vie chaotiques choisis par la grande majorité des hommes qui refusent d'obéir à la loi naturelle et cosmique. Deuxième facteur, mettre en œuvre un système social pratique fondé sur la loi naturelle et cosmique. Troisième facteur, communiquer ses idées au monde extérieur par le biais de l'enseignement, et aussi en soignant et en aidant les autres en fonction de leurs besoins. Quatrième facteur, attirer dans les communautés esséniennes d'autres individus qui se trouvent à un stade d'évolution suffisant pour vouloir coopérer avec la loi. Les Esséniens s'étaient retirés des villes et des villages où régnait la discorde. Ils avaient formé des communautés de frères sur les bords des lacs et des rivières, où ils pouvaient vivre et œuvrer en obéissant à la loi. Ils y avaient établi des systèmes économiques et sociaux fondés intégralement sur la loi. Il n'y avait ni riches ni pauvres dans leur fraternité. Nul n'éprouvait la nécessité de posséder quelque chose qu'il ne possédait pas,
et nul ne possédait en excès des choses dont il ne faisait pas usage. Il considérait les deux situations comme aussi nocives l'une que l'autre. Les Esséniens ont démontré à l'humanité que le pain quotidien de l'homme, sa nourriture et ses besoins matériels peuvent être acquis sans excès d'effort à travers la connaissance de la loi. Les règles et les règlements stricts étaient inutiles, puisque tous vivaient conformément à la loi. L'ordre, l'efficacité et la liberté individuelle coexistaient toutes ensemble. Les Esséniens étaient extrêmement pratiques, et en même temps extrêmement spirituels et extrêmement intellectuels. Ils ne faisaient pas de politique, et n'adhéraient à aucune faction politique, car ils savaient que le désordre de la condition humaine ne pouvait être changé, ni par des moyens politiques, ni par des moyens militaires. Ils montraient par l'exemple que l'exploitation et l'oppression des autres étaient complètement inutiles. Pour beaucoup d'historiens spécialisés en histoire économique et sociale, les Esséniens furent les premiers réformateurs sociaux du monde, au sens plein du mot. Leur fraternité était partiellement communautaire. Chaque membre du groupe avait sa propre petite maison et un jardin assez grand pour y cultiver ce qu'il voulait. Mais il participait également aux activités communautaires chaque fois que sa participation était requise. Par exemple, pour mener le bétail au champ, planter ou récolter les cultures, par ailleurs généralement pratiquées de manière extensive. Ils avaient une grande compétence en matière de techniques agricoles et avaient rassemblé de vastes connaissances sur la vie des plantes, les caractéristiques des sols et les conditions climatiques. Dans des zones pratiquement désertiques, ils arrivaient à faire pousser une grande quantité de fruits et de légumes de la plus haute qualité, et de manière tellement abondante qu'ils dégageaient périodiquement un surplus qu'ils distribuaient aux nécessiteux. Leur connaissance scientifique était tellement étendue qu'ils pouvaient se permettre de faire tout cela en y consacrant un nombre relativement réduit d'heures par jour, ce qui leur laissait beaucoup de temps pour l'étude et pour leurs pratiques spirituelles. La nature était leur Bible. Pour eux, le jardinage était une manière d'étude, une clé pour la compréhension de l'univers tout entier, une pratique qui recélait toutes ses lois, tout comme le corps agissant. Ils lisaient et étudiaient le grand livre de la nature durant toute leur vie, dans toute leur communauté, et cette nature était pour eux une source inépuisable de connaissances, aussi bien que d'harmonie et d'énergie. Quand ils bêchaient leur jardin et alignaient leurs plantations, ils étaient en communion avec les choses qui poussent, avec les arbres, avec le soleil, avec le sol, avec la pluie. C'est de toutes ces forces qu'ils recevaient leur éducation, leur plaisir et leur divertissement. Une des raisons qui explique leur grand succès était leur attitude envers leur travail. Ils ne le considéraient pas comme travail en tant que tel, mais comme un moyen d'étudier les forces et les lois de la nature. C'est en cela que le système économique différait de tous les autres. Les légumes et les fruits qu'ils produisaient étaient des résultats fortuits de leur activité. Leur vraie récompense était la connaissance, l'harmonie et la vitalité qu'ils acquéraient dans le but d'enrichir leur vie. Le jardinage était pour eux comme un rituel. Un silence grand et impressionnant régnait, tandis qu'ils œuvraient en harmonie avec la nature, créant de véritables royaumes du ciel à l'échelle de leur fraternité. Leur organisation économique et sociale était seulement un élément de leur système de vie et d'enseignement. Ils la considéraient comme un moyen pour une fin, pas comme une fin en soi. Il y avait ainsi une unité et une harmonie dynamique dans toutes leurs activités, dans toutes leurs pensées, dans tous leurs sentiments et dans toutes leurs actions. Tous donnaient librement de leur temps et leur énergie sans regarder les contributions des autres. À travers cette harmonie acquise au sein de chaque individu, l'évolution individuelle progressait de manière constante. Les Esséniens savaient que faire changer les gens, autrement dit l'humanité dans son ensemble, était une tâche qui requérait de nombreuses générations. Mais ils envoyèrent dans le monde des maîtres et des guérisseurs issus de leur fraternité, dont les vies et les actions manifesteraient les vérités qu'ils professaient, et peu à peu aboutiraient au progrès de la connaissance humaine et du désir de vivre en accord avec la loi. La fraternité de la Mère Morte, durant des siècles, a ainsi envoyé dans le monde des maîtres tels que Saint Jean-Baptiste, Jean le Bien-Aimé,
et le très grand maître essénien que fut Jésus. Ces maîtres allaient avertir les hommes à de très nombreuses reprises des conséquences que pouvaient avoir les déviations de l'homme en matière économique et sociale par rapport à la loi. Des prophètes, l'un après l'autre, furent envoyés pour avertir des dangers que faisaient encourir les injustices sociales qui existaient autrefois comme elles existent aujourd'hui. Et ces dangers ne menaçaient pas seulement les individus et les groupes coupables de telles déviations. Ils menaçaient aussi tous ceux qui aidaient ou d'une manière ou d'une autre collaboraient avec les déviants. La masse des hommes n'a pas écouté ces avertissements, car ils n'étaient pas disposés à lutter pour faire progresser leur compréhension de la paix sociale et économique. Seuls les quelques individus les plus évolués reçurent le message. Quelques-uns d'entre eux furent choisis pour travailler dans les fraternités comme exemple de paix et d'harmonie dans tous les aspects de l'existence. Les Esséniens savaient qu'à travers l'effet cumulatif de l'exemple et de l'enseignement, la minorité des hommes qui seraient capables de comprendre et d'obéir à la loi grandirait à travers les générations pour se convertir finalement dans la majorité de l'humanité. C'est alors, et seulement alors, que l'humanité connaîtrait la 4e paix des Esséniens, la paix avec l'humanité.